sujet est un sujet majeur, ce sont les émotions, notamment les émotions des enfants, mais pas que. On va parler aussi des émotions des adultes. Mais avant cela, je te laisse te présenter, Sophie. Oui, donc bonjour à tous avant toute chose. Je me présente rapidement. Je suis maman, peut-être avant toute chose, de deux enfants, 5 ans et 7 ans. Et puis je suis également psychologue depuis plus de 15 ans maintenant. Et j'accompagne de nombreux parents, enfants et adolescents à travers différents formats, des ateliers sur les émotions notamment, des groupes de parentalité aussi, voilà, par exemple, mais aussi plein d'autres choses. Voilà, et ça me tient à cœur vraiment que chacun puisse se connecter à qui il est profondément, et ça passe par la connexion aux émotions, qui une fois voilà qu'on apprend, qu'on arrive à sentir que nos émotions sont des alliés, non pas des ennemis, et ben quand même ça facilite grandement le bien-être. Donc Oui. ça me tient à cœur voilà de transmettre ça dès le plus jeune âge. D'ailleurs, c'est peut-être une difficulté que tu dois rencontrer avec les adultes Mm. qui ont Mm. des a priori sur les émotions, peut-être. Mm. Et Oui. justement, ces a priori peuvent empêcher l'accompagnement de leurs propres enfants sur ce thème-là. Tu peux nous en parler un petit peu déjà? Oui, et oui, oui, complètement. Euh, j'ai beaucoup de personnes effectivement qui pensent que ressentir une émotion, c'est être faible. Et donc forcément, bah, ils vont avoir du mal à accueillir les émotions de leurs enfants. Et donc il y a tout un travail à faire, hein, je trouve, auprès de chaque parent pour qu'ils puissent déjà se connecter à leurs émotions, et ensuite pouvoir se connecter à leurs enfants et transmettre ça. Généralement, une fois qu'ils ont découvert ça, ils me disent ah ben c'est un trésor de pouvoir se connecter à ça et de pouvoir transmettre ça à mon enfant. Donc généralement, ça se fait assez naturellement après, mais vraiment Oui. effectivement, il faut déjà commencer par soi en tant que parent. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Quelque part, tu leur donnes le droit, c'est-à-dire tu leur dis qu'ils ont le droit de se connecter à leurs émotions. Et comment tu leur permets de faire cet apprentissage? Donc là, on parle vraiment des adultes et des parents déjà pour commencer, hein. Ouais, complètement. Comment tu les accompagnes pour qu'ils puissent justement se donner le droit de ressentir et d'exprimer leurs émotions? Et quel blocage tu rencontres par rapport à ça d'ailleurs? Ouais. Euh, alors souvent, hein, déjà, alors, je leur explique que c'est une force, que c'est pas une faiblesse. Alors bon, généralement, c'est eux qui choisissent de venir me voir, donc ils me font un peu confiance. Ils me disent bon, ça, ok, pourquoi pas. Et ensuite, donc il y a tout un travail du côté de nommer déjà les émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? Je me souviens par exemple avec une patiente où vraiment je nommais deux, trois émotions. Enfin déjà pour elle c'était beaucoup. Donc d'y aller vraiment petit à petit, d'apprendre petit à petit à nommer nos émotions ben, de base, hein, qui sont la tristesse, la colère, la joie, la peur, le dégoût. Mais déjà colère, tristesse, joie, déjà voilà, étape par Oui, étape en fait. Comme je dis souvent, c'est vraiment marche d'escalier par marche d'escalier. Ça sert tout à à rien de fait. vouloir être en haut de l'escalier tout de suite. Faut y aller petit à petit. Donc déjà d'arriver à sentir, je leur propose souvent tiens, pourquoi pas une fois par jour ou plusieurs fois par jour, de se mettre une petite alarme sur le téléphone, par exemple, et de se dire, tiens, ok, je m'arrête là, qu'est-ce que je ressens? Euh, et souvent, au début, ils me disent, mais rien du tout. Et puis, petit à petit, à force de s'entraîner, ça finit par venir. Alors, on va s'arrêter sur ce premier Mm, conseil, si tu veux bien, mm, de pouvoir se dire chaque jour en tant que parent, en tant qu'adulte, mm. je ressens quoi? C'est un peu aussi une approche de pleine conscience, Ouais, notamment, se dire quelles sont les émotions que je ressens. Et c'est vrai qu'au début, ça ne va pas être très naturel parce que ça oblige à une certaine introspection quand même, de savoir dire ce qu'on ressent. Déjà, mm, d'avoir le vocabulaire nécessaire. Tu as parlé déjà de mm, quelques noms d'émotions et on mm, n'a pas encore abordé les nuances de ces émotions-là. Mais les émotions de base, on les rappelle, mm, que sont la colère, la peur, la tristesse et la joie. mm, Déjà, se demander à quel moment de la journée on ressent ces émotions, et on peut pousser donc avec le dégoût mm. également. Euh, Déjà, c'est une base solide qui demande un certain entraînement. C'est ça. C'est Et c'est carrément la clé comme d'entrée, en fait. Mm. exactement. Et c'est comme tout. Au début, c'est difficile. C'est comme quand on apprend à nager ou à faire du vélo. Au début, c'est difficile, on galère. Et puis, en s'entraînant, ben, on crée les connexions neuronales associées et ça devient de plus en plus facile, voire même à un moment donné naturel. Quand tu dis que ça crée des connexions neuronales, ça veut dire quoi foncièrement? Ça veut dire qu'il y a une partie du cerveau alors c'est un peu vulgarisé hein, dans la presse, etc. Mais le cortex préfrontal viendrait finalement réguler de mieux en mieux le cerveau émotionnel autour de l'amygdale cérébrale, du coup, c'est ça? En fait, quand tu Oui, parles de connexion, c'est ce qu'on arrive de mieux à mieux à faire, c'est ça?
Ouais, complètement. Enfin, disons que c'est vraiment, enfin, je reprends l'histoire du vélo par exemple. Hein. Au début, quand on monte sur un vélo, voilà, c'est vraiment compliqué. On se dit mais j'y arriverai Oui, jamais. Et puis, ben, ça finit par venir. Et à force de faire la même chose, le cerveau crée des connexions. Alors déjà, juste des connexions en tant que telles. C'est comme, je sais pas, par exemple, quand on passe dans une forêt vierge, on va passer la première oui, fois, ça va être compliqué de se faire un chemin. bien Et puis on va passer une sûr. fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, le chemin sera fait. Et les connexions neuronales, ça marche comme ça. Si on passe une ou deux fois dessus, le cerveau se dit, bof, c'est pas très intéressant finalement parce que on rencontre pas ça souvent. Et si on le fait Oui, tous les jours, alors le cerveau se dit, tiens, ça vaut quand même sûrement le coup là de créer quelque chose pour faciliter le chemin parce que bah, on me le demande quand même tous les jours, donc il doit y avoir quand même quelque chose d'important là. oui, Et effectivement, donc déjà ça. Après, effectivement, ça permet aussi petit à petit de connecter voilà, si on schématise hein, les différentes parties du cerveau entre elles, de créer des ponts entre voilà, les parties rationnelles et les parties émotionnelles pour simplifier. Et donc, ça facilite aussi les choses, bien sûr. oui. Alors là, on parle, je répète encore une fois, je Mm. repose le contexte, on parle des adultes et des parents pour l'instant. C'est ça. Parce que beaucoup d'adultes ont du mal à pouvoir accompagner les émotions de leurs enfants. Mm. Et donc, la base, déjà, par rapport à ça, c'est s'entraîner pour soi. C'est ça. S'entraîner à regarder à l'intérieur de soi et à apprendre du vocabulaire des émotions pour Mm. dire comment nous nous sentons sans agresser autrui. Parce qu'il y a aussi ça qui est important. C'est-à-dire Mm. que quand on dit une expression comme tu m'énerves, Mm. ou avec un message tu, on va plutôt accuser l'autre de déclencher un état émotionnel chez nous. Et ceci nous empêche finalement de devenir responsable de ce que nous ressentons et de pouvoir complètement accueillir ce que nous ressentons. C'est pour ça que j'aime bien cette formule, et tu me dis si, qui Mm. consiste à dire simplement je ressens telle émotion, une phrase très simple, Ouais. et on va compléter la phrase voilà, au cours de la journée. Mm. Alors ça, au début, ça va paraître effectivement, comme tu disais, un peu mécanique, Mm. parce qu'on va le dire, mais ça va pas forcément résonner. Et Mm. petit à petit, on va aussi peut-être avoir des expériences qui vont ressortir. Tu vois, je donne un exemple pour moi-même. Quand j'ai commencé Mm. à exprimer de la colère, je ressens de la colère, eh bien, ça vient se télescoper avec des expériences passées, notamment quand on était enfant, où on Bien nous a fait sûr. comprendre que la colère n'était pas acceptable, que la colère était destructrice, etc. Et du coup, ce passage dans l'enfance nous a privés de ce lien avec l'émotion, de ce lien sain Mm. avec l'émotion, qui consiste à la considérer comme une amie, comme une messagère, et comme Mm. quelque chose qui est relié à un besoin qui n'est plus satisfait. Et ça, c'est l'autre pan qui est Exactement. important aussi. Ouais, C'est complètement. si on se prive de nos émotions, on accède Mm. malheureusement mal ou peu à nos besoins, ou alors de manière erronée, disons. Exactement. Il n'y avait pas de question, du coup, Exactement. C'est marrant. j'ai fait un monologue, mais alors la question, elle arrive. Du coup, donc le fait de commencer à le dire, Mm. euh, il faut combien de temps en fait? Tu dis que c'est une question de connexion neuronale, mais le fait de Mm. commencer déjà Mm. cet exercice de dire je ressens, je ressens, je ressens chaque jour, Mm. euh, combien de temps ça peut prendre pour que ça devienne quelque chose? Alors c'est une moyenne bien sûr, hein, c'est quelque Mm. chose qui c'est différent d'un individu à l'autre, ça dépend justement des Mm. blocages qui sont là, Bien sûr. mais en moyenne, toi, ce que tu peux constater, c'est quoi, d'une séance Énorme. à une autre? Est-ce que tu vois déjà des évolutions, par Ah exemple, oui. pour les... Déjà d'une séance, par Oui, exemple, des personnes que je vais voir une fois par semaine, déjà, je vois la différence petit à petit. Vraiment, moi, ce que j'observe, c'est autour de 3 semaines. Autour de 3 semaines, ça d'accord. devient plus naturel. C'est pas encore complètement là, mais ça devient plus naturel. Donc déjà, moi, ce que je conseille, c'est de le faire soi avec soi et après pouvoir effectivement l'exprimer à nos proches. Euh, mais ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est qu'on peut faire ce travail-là sur soi à n'importe quel âge. Moi-même, je l'ai vraiment. Je crois que Oui, j'ai commencé à me connecter à mes émotions. Je devais avoir pas loin de 30 ans. d'accord. Donc voilà, comme quoi c'est possible à n'importe quel âge. Et puis, vous Oui, voyez, enfin, vous voyez, là maintenant, je fais OK avec mes émotions. Et vous voyez comme on peut progresser vite en fait. C'est ouvert à tous. Donc, je trouve ça vraiment important aussi de l'avoir en tête. C'est pas, voilà, c'est oui, accessible même quand on est vraiment déconnecté de soi. oui. Et tu dis que ça commence par un travail intime un peu, c'est-à-dire qu'en gros, ça, Mm. on peut par exemple tenir un journal des émotions pour commencer. Ouais, alors ça c'est Écrire l'idéal. ce qu'on Si on arrive à ressent, écrire, ce qu'on... ouais, Hmm, ça c'est l'idéal. Si on c'est arrive à ça. écrire, Ou alors et ce que j'aime se bien mettre prendre le devant un... livre. Oui, Oui, pardon, pardon. vas-y. Je t'en prie, vas-y, Vas-y. vas-y. Non, je J'aime disais se mettre bien devant un miroir, le miroir. Ouais, on complètement. est Le synchro. miroir aussi, Et c'est. pouvoir... parce que, alors,
Oui, l'idée du miroir, pour moi, je trouve qu'elle est assez intéressante parce que une partie des émotions, c'est leur expression physiologique, et donc les expressions faciales, Mm, les mm, micro-expressions, et souvent on porte un peu des masques en fait dans nos sociétés pour cacher nos émotions. mm, mm. Donc le fait de Complètement. se mettre devant un miroir et de nouveau réexprimer nos émotions, ça peut Mm, aussi faire office de déblocage aussi, parce que finalement le complètement. corps, quand on lui dit de ne rien exprimer, finalement on va aussi avoir du mal à vraiment pouvoir verbaliser ce qu'on ressent. Donc ça exprime aussi, enfin c'est avec le corps aussi que ça s'exprime les émotions. Exactement. Bah, soit ça, de toute façon, ça finit tout, ça s'accumule. Donc, ça finit toujours par sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, soit ça sort à Oui, l'extérieur, et là, ça va être quand on se met à crier, par exemple, d'un coup. Des fois, c'est pour une toute petite chose qu'on va se mettre à crier, mais c'est pas tant la petite chose, c'est l'accumulation de ce qu'il y avait avant qui fait que cette petite chose dépasse nos capacités à ce moment-là, et hop, on se met à crier. Par exemple, c'est les moments où on crie sur nos enfants. Enfin, je crois que ça nous arrive à tous. oui, Ces moments-là, c'est quand justement on a accumulé, et qu'on n'a pas pris soin de nommer nos émotions. Juste nommer nos émotions, ça participe grandement à pas accumuler comme ça. Donc soit d'accord. c'est Donc vers ça l'extérieur, soulage. c'est ça. Donc soit ça sort ça soulage, parce que sinon soit ça sort par l'extérieur, donc c'est là où on va se mettre à crier par exemple, soit ça, Oui, on l'intériorise et ça finit toujours par ressortir d'une manière ou d'une autre. Il y a des études qui montrent d'ailleurs que ça peut ressortir sous forme de maladie aussi, en tout cas qui font des liens avec le corps, et les problèmes somatiques. Donc ça finit toujours par d'accord, sortir d'une manière ou d'une autre. Autant d'accord. apprendre Donc effectivement à le nommer au fur et à mesure, oui, autant que possible. on peut parler d'hygiène émotionnelle un peu du coup finalement. Pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment de l'hygiène émotionnelle, de pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir fonctionner au mieux, en fait. Oui, Euh, voilà, autant que possible dans la vraie vie. Enfin, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de vouloir atteindre un idéal, mais de pouvoir faire du mieux qu'on peut pour, de temps en temps, enfin, de pouvoir, si on peut, tous les jours, se dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens tendu, là peut-être qu'il y a une émotion, ou il y a des périodes où on oublie un peu de le faire, mais on va se sentir encore plus tendu, et donc se dire, ah tiens, est-ce que j'ai pas oublié de regarder mes émotions là? Pour le faire, voilà, comme ça aussi, d'une façon ponctuelle. oui. Donc là, tu viens de mettre en exergue quelque chose d'important, c'est que les émotions se retranscrivent par le corps Mm, aussi, les mm, battements au cœur qui peuvent s'accélérer, etc., les poils qui se hérissent lorsque mm, on a peur ou ce genre de choses. Donc il est aussi important de pouvoir se faire des pauses pour se rendre compte de ce que nous ressentons et comment notre corps réagit. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement, je trouve, difficile, parce que ça fait partie des exercices un peu de pleine conscience qui nécessitent à vraiment récupérer les informations de nos cinq sens, finalement. mm, Enfin, il y a plus de cinq sens, mais dans le langage commun, on va dire cinq sens, et, et apprendre justement à les accueillir comme une émotion, finalement, et ensuite de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi là? Et ça, déjà, la base, ça serait de donc faire une pause. C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent à prendre cette habitude de faire une pause. Parce mm, que cette idée de je ressens quoi, on peut pas le faire si on est comme ça dans une frénésie mm. d'organisation. C'est trop complexe. On a le stress Impossible. qui vient se Mm, cumuler. Donc, il est important de se prendre des pauses mm, émotions ou alors ressentis et mm. se dire tiens, là, allez, je souffle un peu. Je suis en train de ressentir quoi là? Mon corps, il me dit quoi? Exactement. Et pour aller plus loin, du coup, donc là, on est toujours en train de parler d'adultes, Mm, mais cette acceptation, cet accueil de l'émotion, cette validation de l'émotion, de son émotion pour lui-même, pour l'adulte, mm. va lui permettre de mieux aussi accepter et valider et accompagner l'émotion de l'enfant. Tu confirmes? Exactement. C'est si on arrive à le faire pour soi, alors on arrive à le faire pour nos enfants. Du mieux qu'on peut, encore une fois, c'est pas du 100% et c'est OK. Mais Oui, voilà, une fois que c'est naturel pour soi, bah, ça devient naturel de le faire avec nos enfants. oui. Et qu'on comprenne, parce que les émotions ont des fonctions adaptatives, ce sont des messagères, comme on l'a dit, elles sont reliées Mm, à nos besoins. Donc une émotion, un enfant qui va crier ou un adulte qui va crier, mm. il y a un de ses besoins qui n'est plus satisfait. Le Ah, cri provient d'un excès de stress ou d'une c'est ça. colère qui va sortir, mais en fait, il y Mm, a un besoin derrière qui n'est plus satisfait. exactement. Et Ah, pour en moi, gros, ouais, pour oui, moi, il y oui, a deux choses dans vas-y, ce je que t'en tu prie. dis là. Il y a déjà, moi j'aime bien prendre la métaphore des briques qui s'accumulent. C'est-à-dire Oui, on a, je sais pas, il va nous arriver quelque chose, puis quelque chose d'autre, puis quelque chose d'autre, puis quelque chose d'autre. On réprime à l'intérieur, on se dit oh je verrai ça plus tard, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis on a notre seuil d'adaptation. Et après il y a la brique de trop qui fait qu'on dépasse notre seuil d'adaptation. Et c'est là que on va se mettre à crier, que ce soit nous ou nos enfants. C'est là qu'ils font les fameuses crises. Hein. Euh, oui, et donc
hyper intéressant justement d'avoir ces moments en connexion à soi. Alors, et quand on se connecte juste à ses émotions, ça permet d'enlever des briques. Vous voyez, enfin, je m'adresse vraiment à tous là. C'est vraiment de ce truc-là qu'on a le pouvoir nous-mêmes d'enlever des briques. Dire tiens, hop, je me prends 10 minutes de pause, j'enlève une brique. Je respire, je réfléchis à mes émotions, j'enlève une brique. On n'est pas obligé de se réfléchir pendant une demi-heure. Hein. On prend 5 minutes. Juste, ok, qu'est-ce que je ressens là? Comment je me Oui, sens? Et c'est pour ça aussi que j'ai créé des méditations sur YouTube de 10 minutes de pause, 5 minutes de pause pour les parents, parce que je sais bien, je suis maman, mm, donc je sais bien à quel point on court après le temps quand on a des enfants. Mais oui, justement, juste prendre 10 minutes avant d'aller les chercher à l'école, par exemple, on se sent pas dans le même état émotionnel et on va pas être à notre limite. C'est-à-dire que si nous on est à notre limite et que notre enfant il a accumulé des émotions toute la journée à l'école et que lui aussi il est à sa limite, oui, alors dès qu'il va se passer quelque chose, ça va exploser dans tous les sens. Euh, exactement. donc pour moi il y a ça qui est vraiment important. Euh, cette hygiène dont tu parlais tout à l'heure, de prendre soin de soi pour mieux prendre ensuite soin de nos enfants aussi. Et on peut leur expliquer cette question de briques là. Ils sont hyper ouverts à ça Oui, quand on leur explique. Euh, voilà. Et donc, et tu parlais des besoins, et moi, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Derrière chaque émotion, il y a des besoins. Si on schématise, on va dire que les émotions qui sont confortables, agréables, la joie, la fierté, par exemple, il y a un besoin qui est rempli derrière. Je sais pas, par exemple, le besoin de reconnaissance, le mhm, besoin de s'amuser. Si à ce moment-là, on a besoin de s'amuser, hop, c'est rempli, hop, on va être joyeux. Ou le besoin d'avoir réussi un examen et hop on va être joyeux parce on a rempli ce besoin-là. À l'inverse, toutes les émotions inconfortables, colère, voilà, tout ce qui est moins agréable à ressentir. Alors là, ça nous indique qu'il y a un besoin qui est pas pris en compte, qui est pas rempli. Et quand on voit les émotions comme ça, on se dit ah tiens c'est intéressant. Si je ressens ça, ça veut dire qu'il y a un besoin qui est pas rempli. oui, Ou alors au contraire, tiens je ressens de la joie, donc quel besoin il y a derrière pour essayer de prendre soin de ce besoin-là au maximum pour ressentir le plus de joie possible. On peut le faire dans les deux sens. ah oui, oui, bien sûr, ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il enlève des briques? Et Ah mais si je vais prendre une fameuse métaphore. oui, oui, tout à fait. Mm. Et alors, j'ai une question qui est très intéressante là. Le silence peut pas. D'ailleurs, toutes les questions sont intéressantes. Hein. Il n'y a aucune question qui ne soit pas intéressante. Donc, n'hésitez pas, Ouais, posez vos questions. Le allez-y. silence peut parfois aussi cacher une émotion forte. Non? Mm. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je dirais oui, que le silence Mm. peut cacher une émotion forte, parce qu'il y a une sorte d'inhibition qui peut se mettre en Mm. place pour des raisons diverses et variées. Mm. Ce qui signifie pas que l'émotion va rester indéfiniment silencieuse. Mm. Oui, bah oui, Ou c'est quand même deux. ou que le corps peut également malheureusement être meurtri par le fait qu'on ait enfoui cette émotion, donc que le Mm. silence est venu justement réprimer cette Mm. émotion, bah, les tensions sont quand même là, quoi. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des symptômes qui se mettent en place par rapport à ça. Donc le silence, disons que n'est pas forcément une stratégie de régulation. C'est ça. C'est quelque chose, c'est une voie qui n'est pas une stratégie de régulation. La stratégie de régulation telle qu'on l'a décrite ici, qui passe par le cortex préfrontal, Mm. consiste justement à ce que le cortex préfrontal apaise finalement l'amygdale cérébrale, le cerveau émotionnel, en posant des mots, parce qu'en Mm. fait, il y a une validation, un accueil de cette émotion. C'est Et ça. donc le silence, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire Mm. qu'on ne va pas exprimer ce que nous ressentons. C'est ça. En fait, Par contre, on a pu être habitué à le faire, du coup. On a pu ouais, c'est ça. Et être donc pour conditionné à le compléter faire. ça, Hmm. c'est que dans le, oui, parfois on a pris l'habitude Oui, de répondre à une émotion par du silence. En fait, pour reprendre, pour compléter ça, c'est vraiment, faut voir on peut schématiser le cerveau avec deux parties, la partie émotionnelle, la partie rationnelle. Quand on ressent une émotion, oui, c'est dans la partie émotionnelle. Si on veut intégrer l'émotion, c'est-à-dire la digérer, c'est finalement mettre des mots dessus, c'est venir faire connecter, voilà, venir faire connecter la partie rationnelle pour que les deux connectent ensemble. c'est ça. Sinon, ça reste bloqué du côté. Sinon, voilà, exactement. Sinon, ça reste complètement bloqué du côté émotionnel. Mhm. Et Donc si ça ça reste bloqué du côté reste ici. émotionnel, voilà, du coup, ça ne peut pas se digérer. Ça va pas se digérer. Ça restera bloqué là. Et donc, il suffit qu'on vive quelque chose qui va ressembler à un événement qui a suscité cette émotion. Hop, ça va appuyer là et hop, ça va à nouveau s'allumer.
Alors que si on a connecté avec la partie rationnelle et que ça a permis de faire le pont vraiment entre les deux parties, alors là, ça se met du côté effectivement du cerveau préfrontal et là, c'est possible de digérer ce qu'on a vécu. Et là, on Oui. n'accumule plus. Et c'est valable pour les émotions qu'on vit en direct, mais c'est aussi valable pour les émotions qu'on a vécues. Exactement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions que nous avons vécues et Mm. peut-être justement qu'on a gardé le silence ou qu'on n'a pas eu l'occasion de les verbaliser, de les rationaliser à l'époque. Et elles peuvent revenir, justement, et c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les enfants, parce qu'on n'a pas accès à leur historique complet. En fait, quand on vient les chercher à la fin à l'école ou à la crèche ou autre, bon, il y a plusieurs autres conditions qui sont là, mais l'enfant a vécu beaucoup d'expériences, il a accumulé beaucoup d'émotions qu'il n'a pas exprimées, et en fait, devant le parent en qui il a confiance, il va justement pouvoir exprimer ses émotions. C'est Alors, ça. c'est pas simple à vivre pour le parent, certes, surtout si, comme Oui. tu le décrivais tout à l'heure, le parent n'a pas fait sa pause émotionnelle pour évacuer ses Mm. propres émotions. Après, ça vient un peu se percuter. Mais voilà, Mm. il faut savoir qu'effectivement, les émotions ont tendance à se cumuler et à se stocker. Et en C'est fait, ça. de faire passer, le fait que le cortex préfrontal, qui est une manière de rationaliser, peut aussi permettre de raconter une autre histoire. Mm. Parce qu'en fait, ça donne du sens, le fait de pouvoir reprendre un événement passé et le fait de l'écrire aussi d'ailleurs. C'est pour ça que les livres sont très intéressants là-dessus. Hein. Les écrivains nous font rentrer dans la tête justement des protagonistes et on comprend quel est le lien entre l'émotion, la narration, etc. Et nous, en tant qu'adultes, on a cette aptitude aussi de pouvoir narrer les émotions, pouvoir les réguler et pouvoir aussi changer l'affect de certaines émotions. Mm. Est-ce que tu confirmes ceci, du coup? Oui, complètement. Donc la narration est Complètement. très importante. Mettre des mots dessus, donc ça fait ça, c'est vraiment la partie rationnelle, donc la partie préfrontale. Donc ça vient faire le pont avec la partie émotionnelle et donc ça permet de digérer les choses. Donc c'est Oui, super important. Alors on peut le faire. Tout à l'heure on parlait de silence. Si on n'a pas envie de parler de notre émotion à quelqu'un, pourquoi pas? Et dans ce cas-là on peut l'écrire. on Et peut ça a la l'écrire. même fonction. En fait, on a mis des mots Oui. dessus, tout simplement. On peut les chanter, peu Euh, importe comment on s'y prend, mais c'est de mettre des mots dessus, ça permet de relier vraiment les deux parties et du coup de les digérer. Sinon, ça restera de oui, toute façon. Et on le voit bien comme des fois on va vivre quelque chose, c'est une chose minime, mais on ressent une émotion très très forte. Alors c'est soit parce qu'on a accumulé, soit si on n'a pas accumulé, c'est parce que ça vient appuyer sur toutes les fois où on a vécu oui, un truc qui ressemble à ça et où on n'a pas justement mis de narration dessus. oui. Et effectivement, on Le peut nar aussi revenir sur des émotions qu'on a vécues, même enfant ou en tant qu'adulte, hein, de pouvoir reprendre notre histoire comme ça, de remettre des mots dessus sur ce qu'on a ressenti, d'amener de la reconnaissance, de la légitimité à ce qu'on a pu vivre en tant qu'enfant, ce qu'on a pu ressentir. Et ben, ça fait le même travail en fait de digestion, là, des événements passés. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu le travail que tu dois faire aussi. Tu fais aussi un peu de reparentage aussi quelque part Complètement, lorsque tu bien as les sûr. parents avec toi. Ouais. C'est ça. Hein. Ah Donc, oui, complètement. parce que il se peut effectivement que l'accompagnement émotionnel dans l'enfance n'ait pas été efficace ou en tout cas était Mm, plutôt dans un sens d'inhibition de l'émotion. mm, Et il y a besoin déjà de reproduire cette confiance qu'on aurait pu avoir en une figure d'attachement. mm, Et puis pouvoir, parce que c'est ça qui va permettre à l'enfant de pouvoir exprimer clairement ses émotions, parce que sinon il se peut qu'il y ait ce qu'on appelle un attachement évitant ou complètement. Ah, justement l'enfant va peut-être mm, pas montrer ou désorganisé qui est encore ouais, pire du coup complètement. qui va pas permettre à l'enfant d'exprimer alors tu m'arrêtes hein, si je me trompe pas dans les termes ou ce genre Exactement ça. donc il est important de pouvoir aussi comme tu le disais de pouvoir revisiter un peu ce qu'on a vécu en tant qu'enfant Mm, pour se redonner le droit aussi et se donner une nouvelle mm, narration sur cette histoire des émotions. C'est-à-dire ces émotions sont mes amies, je peux mm, effectivement les exprimer, elles me veulent du bien parce qu'elles sont en contact avec mes besoins et donc elles m'alertent quand un besoin n'est plus mm. satisfait ou C'est ou ça. lorsqu'il est satisfait, lorsque effectivement je ressens de la joie et dans ce cas-là je peux reproduire les expériences qui me donnent de la joie. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin de ce qui m'épanouit en fait. C'est Euh, ça. Et là, et dans ce cas-là, on se sert des émotions comme d'une boussole. Ça nous guide oui, vers ce qui nous fait du bien et ça nous alerte sur ce qui nous fait pas du bien. c'est ça, tout à fait. D'où l'intérêt de ne pas. Alors, il y a aussi autre chose que je voudrais qu'on aborde, c'est les émotions Mm, cachées. Dans mm, le sens où il se peut que quand on était enfant, ou même plus tard, on nous ait mm, dit la colère, c'est pas OK. En mm. revanche, tu as le Oui. droit de pleurer. Mm, Et donc, que les situations qui auraient nécessité l'expression de la colère
se transforme par une expression plutôt de tristesse, en fait. Donc, c'est pas vraiment la colère qui va s'exprimer, mais plutôt une autre émotion qui n'avait Mm. pas cette fonction-là à la base. Exactement. Et du coup, ça embrouille, hein, ça brouille un peu les pistes. Je suis fatiguée aussi, que j'entends souvent. Des Ah patients oui, qui, quand ils sont tristes, ils disent ah, je suis fatiguée. Parce que c'est quelque chose qu'on peut dire souvent aux enfants quand ils sont, oui. quand ils vont pas bien, quand ah, bah, ah, mais c'est parce que t'es fatigué, c'est la fin de la journée. Et du coup, ils associent ah, bah tiens, la tristesse, c'est de la fatigue. Et ça, je le vois souvent. Donc, c'est effectivement tout à déconstruire. Euh, et donc, il y a tout un chemin pour eux. C'est pour ça que c'est important de nommer, d'apprendre à nommer les émotions. Pour moi, c'est la première marche de l'escalier, mais qui est essentielle, en fait. Alors, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose que je n'ai jamais abordé et je l'avais noté il y a quelques temps. Et le principe de dire qu'on a posé une croyance sur un état émotionnel. C'est-à-dire Exactement. qu'en fait, quand on a vu l'enfant ah ben, qui exprime une émotion, et au lieu d'aller les chercher, identifier l'émotion, on a dit ah ben, c'est bon, il doit être fatigué. Ouais, c'est ça. Et ce discours a été intégré ensuite. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il a grandi, plutôt que de Mm, dire ce qu'il ressent, va plutôt dire mm, ah ouais, je suis fatigué. Alors qu'en fait, mm, c'est pas de la fatigue, c'est une émotion qui est là et qui mm, nécessite d'être accueillie. Mais tu as raison, effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui mm. disent je suis fatigué, Ouais, alors que c'est pas ça, c'est autre chose. c'est ça. Alors Mais ça, certes, ouais. la fatigue en plus déclenche beaucoup plus d'expressions émotionnelles parce que quand on est fatigué, on a Mm, cette partie du cerveau que tu évoquais, oui. le cortex préfrontal, qui fait moins son office, qui est moins efficace. Donc on est plus à même d'être débordé par son Mm, émotion. mm, Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on décrirait là, c'est-à-dire qu'on est en train de poser une étiquette donc de fatigue sur autre chose. C'est une émotion qu'on est en exactement. train de ressentir, mais en fait, on est Mm, en train de dire qu'on est fatigué. Et comme on a exactement. mal nommé les choses, on ne peut pas rechercher ce qu'il nous manque, parce qu'en fait, c'est pas de la fatigue dont on a besoin, mais c'est vraiment peut-être un besoin précis de divertissement. Alors, ça peut être de boire, de manger. Alors, peut-être, ça peut être de se reposer Mm, aussi, hein. bien Mais en tout sûr. cas, on n'est pas sur la bonne piste, disons. On n'est pas sur Exactement. la bonne piste. Ça brouille les pistes. Alors, Et ce ça, c'est vraiment silence, quelque chose d'hyper fréquent, hein. Je suis oui, fatiguée. Non, non, ça va, je suis juste fatiguée. C'est vraiment très fréquent. Je vois des enfants qui le disent, hein, oui. des tout petits, en fait. Je suis Alors que fatigué c'est au pas lieu de la de fatigue du tout. dire je Au ressens lieu telle de dire, ah, émotion. Ouais. je suis Et pas bien, ils disent ça. Mm. donc là, c'est le deuxième gros conseil. Mm. Apprenons à poser des vrais mots sur ceci et déconstruisons les croyances aussi du coup. C'est Parce que ça. ça, c'est une croyance. C'est Mm. pas un fait, c'est Et pas une connaissance. attention, justement, parce que si on l'a vécu nous en tant qu'enfant, alors si on est persuadé voilà, la tristesse c'est de la fatigue, Oui, alors on va faire pareil avec nos enfants. oui, Si on c'est n'a ça. pas pris conscience, tout part de la conscience en fait, hein, qu'on en a. Si on en a conscience, bon bah ok, ça nous permettra de faire autrement. Mais si on n'en a pas conscience, alors on va avoir tendance à répéter. Je le vois aussi du côté de la peur. Souvent on met l'étiquette aux enfants c'est un enfant timide. C'est-à-dire que Oui, plutôt que d'accueillir leur peur, oui, on va de suite dire c'est un enfant timide. Et du coup, bah, l'enfant, il dit je suis timide. Donc ça parle de son identité, ça parle même plus de son émotion. en plus. Et du coup, bah, finalement, ces enfants-là qui auraient besoin de pouvoir exprimer qu'ils ont peur, et c'est OK d'avoir peur quand on est petit, qu'on découvre plein de choses, même nous, en tant qu'adultes, des fois on a peur, et c'est normal. Donc, plutôt que de pouvoir dire bah, j'ai peur de ça et d'être sécurisé pour la peur par rapport à ça, et ben du coup ils vont se dire bah, c'est moi, je suis pas à la hauteur, je suis trop ceci ou trop cela, peu importe. En tout cas, je suis timide, donc il y a rien à y faire en fait. C'est comme ça, Oui, c'est une condition. Il est timide, et c'est dommage. oui. Mm, Et c'est important ce que tu viens de dire là aussi. Donc mm, on continue dans les informations très très importantes. ouais, L'étiquette. ouais, L'étiquette. Là, on vient de parler d'une étiquette de je suis timide. mm, Mais en fait, il y a aussi des étiquettes liées aux émotions. mm, Une étiquette, ça cristallise un état. Un exact. enfant qui va se dire je suis timide, eh ben, il va sûrement voir un peu plus de situations et les parents qui vont le juger comme ça vont lui dire ah bah oui, mais s'il se comporte comme ça, effectivement, c'est qu'il est timide et c'est comme ça. C'est Et en ça. fait, l'enfant timide va devenir un adulte timide. Mm, mm, Et en mm, fait, s'il se rend pas compte que c'est une croyance qui est mm, irrationnelle, disons, il ne va plus se concentrer sur les comportements qui vont lui permettre de sortir de cette timidité, parce qu'en fait, il a cette étiquette qu'il garde et qui est très mm. encombrante. Et c'est valable aussi pour les étiquettes de type colérique. J'ai un enfant C'est ça. colérique. Ça, c'est une étiquette qui cristallise un état. Un enfant Il est qu'on dit colérique, colérique, mm, donc il va donc plus on n'en veut s'exprimer pas de sa tête. colère et C'est quel ça. que soit ce qu'il va faire, ne serait-ce que de dire non, alors que les enfants ont le droit de Mm, dire non et mm, d'affirmer, donc bien c'est sûr. qu'il, heureusement d'ailleurs, hein, c'est le principe du Oui. consentement aussi. Eh bien, on va dire ah bah oui, mais c'est normal, il est colérique. Non, en fait, Mm, non, il n'est pas colérique. Un enfant va exprimer une colère à un certain moment
mais c'est pas un état que d'être colérique. Et j'entends moi aussi Exactement. beaucoup d'adultes qui me disent ah mais oui, je suis, et donc ce genre de choses, on m'a dit que j'étais colérique. Ben, en fait, les colères, elles sont éphémères. Oui, c'est Donc, si elles sont identifiées, verbalisées, régulées, comprises, et qu'on ça. a modifié, qu'on a réussi à trouver le besoin qu'il y avait derrière, ben, ça se passe et elles s'arrêtent aussi à un certain moment, du coup, C'est ces ça. colères. Donc C'est on n'est pas exactement ça. colérique, en fait. Et ce que tu viens de dire est hyper important. Une émotion, c'est éphémère. Une émotion, c'est là quelques minutes ou quelques. Sinon, ça se transforme en humeur quand on ressent l'émotion sur plusieurs heures, une demi-journée, une journée. On est d'humeur triste ou d'humeur, mais parce qu'on n'a pas compris le message derrière. Oui, Sinon, ça se transforme ensuite en sentiment, d'avoir le sentiment d'être comme ceci ou d'être comme cela. Et ensuite, pour moi, en caractère, en fait. C'est-à-dire, je suis quelqu'un comme ceci ou je suis quelqu'un comme ça. Mais un adulte timide, c'est un adulte qui a eu peur et qui c'est n'a pas ça. été régulé du côté de sa peur. Un adulte colérique, c'est un adulte qui a été en colère et qui n'a pas été entendu du côté de sa colère. Il n'y a personne de colérique ou de timide en soi. On ne naît pas colérique ou timide. Par contre, on le devient de cette façon-là. Y compris le fait qu'on ne naisse pas sage. Je fais exprès d'employer Oui. cette étiquette parce et ça rejoint un petit peu l'idée du silence. Un enfant Hum. sage ne va pas forcément très bien, C'est ce dans le sens que je dis souvent à mes où patients. un C'est enfant Chéral qui le sage, dit. Oui. il répond aux attentes d'un parent qui veut que l'enfant soit peu expressif, obéissant, mais en fait, ça n'empêche pas qu'un enfant, et qui plus est, un enfant, justement, a besoin d'exprimer ses émotions, a besoin d'être écouté, d'être entendu. Et on va aussi rejoindre, du coup, un message qui a été envoyé sur le fait que les enfants ne parviennent pas à verbaliser forcément leur émotion. Ils ont besoin d'un co-régulateur jusqu'à un certain âge, les enfants, et même plus tard, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous réconforter ou pour écouter ce qu'on a à dire, hein. Mais les enfants, pour eux, c'est du point de vue de leur cerveau qu'il y a une difficulté. Et tu peux nous en parler peut-être justement par rapport à ce lien que tu évoquais tout à l'heure entre le cortex et justement le cerveau émotionnel. Pour l'enfant, par exemple, est-ce que ceci est mature dès la naissance? Alors non, c'est ça qui est hyper important aussi, je trouve, à avoir en tête en tant que parent, c'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas équipé cérébralement parlant pour gérer son émotion, de toute façon. Donc il n'a pas cette partie-là. On va dire, voilà, pour schématiser, qu'il Mais a en celle-là, gros la oui. partie. Mais voilà, la partie émotionnelle, elle est là, elle est bien là, mais la partie rationnelle, la partie préfrontale, elle est presque inexistante. C'est la taille d'une noisette. Donc c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que notre enfant, quand il fait une crise, pour reprendre ce mot-là, c'est parce que il est envahi. Alors on a des neurones de la tête aux pieds. Hein, il est envahi de décharges émotionnelles de la tête aux pieds sans avoir la capacité de se réguler. Donc c'est Oui. pour ça des fois il mord, il se roule par terre ou tous ces moments-là. Alors pas très agréable pour le parent, certes, mais c'est pas qu'ils font exprès, c'est pas qu'ils veulent nous embêter. C'est qu'ils ne peuvent pas se réguler tout seuls. C'est pas possible. Alors, et d'où l'intérêt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mm. la co-régulation, ça veut dire qu'en Ouais. fait, si ça c'est le cerveau de l'enfant, cette partie-là, elle n'est pas du tout mature, il n'y a que le cerveau émotionnel qui fonctionne, qui va faire office de régulateur de l'émotion? Parce que cette partie régule l'émotion, du coup, mais qui va faire office de régulateur de l'émotion? Eh bien, celui qui va faire office de régulateur de l'émotion, bah, c'est le Mm. parent. Et donc, en Mm. fait, un enfant et un parent, donc le parent qui, lui, est censé avoir un cerveau mature, Mm. censé, hein, c'est pas Mm. forcément le Mm. cas parce que la maturité cérébrale, c'est jusqu'à 25 à 35 ans pour la fin. Donc, du coup, va pouvoir se substituer, pardon, à ce cortex préfrontal de l'enfant en l'aidant à poser des Mm. mots sur ses émotions, etc. C'est ça. Donc, en gros, c'est comme si c'est le parent qui aidait en fait l'enfant à réguler son cerveau émotionnel. Je sais pas si c'est clair Mm. comme symbole. Et Et c'est- si le parent a lui-même des difficultés à réguler ses propres émotions, ben on se retrouve malheureusement avec deux cerveaux émotionnels qui vont discuter entre eux et boum, ça peut être Ah, là, assez c'est explosif. problématique. Donc deux colères qui Là, vont c'est s'exprimer en même explosif. temps, etc. Et c'est pour C'est ça que ça. c'est hyper important en tant que parent de prendre soin de soi. Souvent, j'entends, mais c'est égoïste de prendre soin de moi en tant que parent. Mais non, c'est pas égoïste. C'est nécessaire, en fait. Parce que sinon, on est justement, Oui, on voit bien que nous, déjà, c'est compliqué des fois en tant qu'adulte de gérer notre émotion. Alors, notre enfant qui, lui, n'est pas équipé pour, nous, on est équipé pour.
Eux, ils le sont pas. Donc, déjà, ça peut être Oui. compliqué en étant équipé. Alors, s'ils le sont pas, c'est pas possible, en fait. Donc, si nous-mêmes, on est à ce moment-là complètement débordés par notre émotion, par notre stress, par tout ce qu'on a accumulé dans la journée, sans avoir fait de pause en courant, ça nous est tous arrivé. On ferme le PC, on va vite à l'école parce qu'on est en retard. Alors là, il y a toutes les chances que ça explose et qu'on soit pas du tout en capacité de réguler notre enfant. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est pas de l'égoïsme du tout que de prendre soin de soi en tant que parent. C'est au contraire nécessaire. Et c'est enfin, ça fait partie de notre fonction, de prendre soin de nous pour pouvoir être le plus régulé possible. Encore une fois, autant que possible, en tant que parent. Oui. Et on peut Mm. aussi demander de l'aide en tant que parent, Bien c'est-à-dire qu'en gros, quand on est vraiment fatigué, là du coup c'est de la fatigue, quand on n'est pas au clair sûr. avec nos émotions, qu'on s'est interdit certaines émotions, on a besoin d'être accompagné, que ce soit par un psy, mais également par un autre adulte qui aurait été peut-être formé. Je parle notamment l'approche Gordon qui permet justement l'écoute active, ou ce Bien genre de sûr. choses, qui peut euh, faciliter la verbalisation des émotions. C'est bien d'être aux côtés d'adultes qui valident et acceptent ce que nous ressentons Exact. sans nous juger, Mm. mais juste en nous écoutant. C'est Et ça. ça aussi, l'écoute active ou l'écoute en général est quelque chose qui est quand même assez rare, je trouve. Mm, C'est-à-dire que mm, ça demande vraiment des connaissances et des aptitudes parce que quand quelqu'un nous parle, on est tenté de conseiller, par mm, exemple. On est mm. tenté Eh ben, d'agir ouais, au lieu de c'est ça. s'arrêter, d'écouter Mm. et de se faire le reflet de ce qu'on entend chez l'autre, sans C'est ça. forcément dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et Et c'est c'est hyper pareil pour les important. enfants, c'est-à-dire qu'un enfant qui va Exactement. venir et qui va dire ah bah je me suis disputé dans la récréation, etc. Mm, Au lieu de lui dire t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, la première étape c'est se poser avec lui, se mettre à son mm, niveau et lui dire alors là tu as ressenti ça, c'est ça que tu veux dire. mm, Donc rien que poser des mots sur ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, et lui va ajuster en disant non non c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, mm, et même aller plus loin en disant mais alors toi tu as pensé quoi? Parce mm. qu'il y a alors les émotions sont liées à des situations réelles, mais aussi à des situations fictives ou imaginées. Mm, C'est pour ça mm. on peut pleurer devant un film ou en écoutant une D'accord. histoire ou quoi que ce soit. Et on peut aussi pleurer par rapport à ce que nous avons compris d'une situation. Donc Mm, ça fait mm, aussi partie de. C'est pour ça que cette narration dont on parlait tout à l'heure est importante pour mm. redonner du sens et aussi le mettre à la lumière de la réalité en disant qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait. Et donc c'est Mm, bien. Alors ça n'a rien à voir. Hein, ça ne veut pas dire qu'on va remettre en cause ce que l'autre a ressenti. Au contraire, mais mm. on va aider l'autre à avoir une narration qui lui permettra d'un peu mieux traverser son émotion après, parce qu'il y aura plus de Exactement. sens là-dedans. Eh ben, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Si on dit à la personne, là, ça marche aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Si on dit à la personne, ah, t'inquiète, ça va aller. Là, on est du côté rationnel. Oui, C'est-à-dire que des fois, on sait, on voit bien, vu la situation, que ça va aller, on le sait. Mais quand on va pas bien, on n'a pas envie, on n'a pas besoin d'entendre, mais t'inquiète, ça va aller. On a juste besoin de dire, je suis triste, en fait, de ce qui se passe. oui, Ou j'ai peur, peu importe l'émotion qui est là. Alors que si on, c'est le fameux, ce que je vous disais tout à l'heure sur le pont entre les deux. Si on se connecte directement au cerveau rationnel, alors la personne n'arrive pas là, elle est du côté émotionnel. Donc oui. ça fait flop, et même ça va majeur l'émotion, parce qu'une émotion, faut voir ça comme l'émotion, moins on l'entend, plus elle fait de bruit pour se faire entendre. Alors qu'à l'inverse, Moins on plus on l'entend, l'entend, plus elle fait de bruit, l'émotion. Mm. exactement. Et à l'inverse, plus on l'entend, plus on l'écoute, bah moins elle fait de bruit. Bah, c'est logique en même temps. Si quelqu'un nous entend pas, on va crier on va parler plus fort pour qu'il nous entende. S'il nous entend et qu'il est juste à côté, on va plutôt chuchoter si on sait qu'il nous écoute attentivement. Donc c'est la même chose pour nos émotions. Oui, Euh, et donc si on dit à la personne, si on se connecte à son émotion en lui disant, ah, tu ressens ça, ah bah t'as le droit de ressentir ça, que ce soit adulte ou enfant, peu importe. Alors là, il y a un soulagement et on le voit même physiquement. Des fois, on voit qu'il y a un truc comme ça ne majeure pas l'émotion. J'insiste, accueillir l'émotion de l'autre, ça va pas le rendre plus triste ou moins ou plus en colère ou ça va apaiser son émotion. Et là, il va être en capacité, puisque c'est apaisé de ce côté-là, de se connecter à la partie rationnelle. Et après, on peut lui dire, ah, mais de toute façon, je suis convaincu que ça va bien se passer. Là, il peut l'entendre. Mais avant, il peut pas l'entendre. Il n'a pas la possibilité cérébrale à ce moment-là. Et ça, c'est valable vraiment pour tout le monde, oui, hein, adulte compris. tout à fait.
Alors pour les enfants, c'est beaucoup plus complexe parce que la partie cortex préfrontal n'est pas du tout développée. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est plus dans une approche et dans une écoute et dans un réconfort corporel. Dans le sens où on va offrir à notre enfant notre présence, lui parler doucement, lui proposer un câlin s'il est d'accord, et ensuite on va pouvoir justement l'aider à traverser son émotion parce que la partie rationnelle chez lui, ben, comme on l'a vu, elle n'est pas suffisamment développée pour qu'il puisse se dire ouais mais c'est bon, allez, je suis en colère mais c'est pas si grave. Ça il peut pas le faire l'enfant, donc l'adulte peut arriver à le faire. Je suis en colère et c'est ok, j'ai le droit d'être en colère. Ouais, ça déjà. c'est vraiment une phrase qui doit se noter, hein, Déjà. que ce soit pour soi ou notre enfant, c'est t'es en colère et t'as le droit d'être en colère, ou pour soi, je suis en colère et j'ai le droit d'être en colère. C'est ok en fait, c'est légitime. C'est juste ça, ça permet déjà de dégonfler un peu le ballon. Et effectivement, pour les enfants, des fois les mots suffisent pas parce qu'ils sont, comme je disais tout à l'heure, envahis de la tête aux pieds par la décharge émotionnelle. Des fois, juste la main sur l'épaule comme ça permet de, on le voit hein, sur les imageries cérébrales, ça permet de réguler les choses et de faire en sorte qu'ils s'apaisent petit à petit. Mais un contact aimant, tu veux dire du coup? Pardon? Un contact aimant, tu veux dire qu'un contact bienveillant? Bien sûr, oui, un contact bienveillant, une main sur l'épaule, quelque chose de doux en fait, une caresse sur la joue si c'est possible. Des fois, ça dépend quand ils sont vraiment dans un état. Des fois, c'est pas possible. Mais quand c'est possible, juste ça, des fois, voilà, le contact de la main, une main aimante sur une épaule, mais même en tant qu'adulte, ça marche. Hein. Un réconfort comme ça fait du bien. On sent que la personne est là. Et puis, donc justement, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cerveau à cerveau, il y a un truc qui se régule en fait. Et là, l'adulte fait office de régulateur émotionnel pour son enfant. C'est ça. Mais si lui-même n'est pas, enfin, il y a vraiment le truc de si lui-même n'est pas hyper, enfin, il faut qu'il l'adulte soit et quelques briques de marge quoi. Sinon, il va exploser aussi. Parce que quand on voit un enfant en colère, des fois, ça met en colère et c'est ok. Il y a une contagion émotionnelle qui se passe. Et donc c'est pas évident hein, un enfant en colère, bah, des fois, ça met en colère. Donc c'est pas simple. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à prendre soin des briques, de pouvoir leur enlever là, pour reprendre la métaphore tout à l'heure, de pouvoir prendre soin de soi pour avoir un peu de marge pour pouvoir accueillir du mieux qu'on peut, autant que possible. Oui. Donc dans un premier temps, pour ceux qui posent la question par rapport aux enfants, premièrement, on valide leurs émotions, on reste à leur côté. Et on va les aider à redescendre en fait au niveau à faire descendre l'intensité de l'émotion de cette manière-là. Crier sur un enfant qui est en train de ressentir une émotion, malheureusement, c'est une chose qui va, enfin la peur et la sidération vont enfouir l'émotion que l'enfant ressent et elle finira par ressortir à un certain moment cette émotion. Donc il vaut mieux, même si c'est compliqué, essayer donc d'accompagner cette émotion en direct. Ou en tout cas de pouvoir apaiser l'enfant, comme tu disais, la main sur l'épaule, effectivement, c'est une approche dont je ne parle pas beaucoup, mais oui, c'est une sorte de contact qui va permettre à l'enfant de se dire, bah, ok, il y a quelqu'un qui me protège, je suis, et le danger, et la notion de danger va peut-être descendre aussi, et il va réussir à petit reprendre contenance. Mais si le besoin n'est toujours pas satisfait, l'émotion va de toute façon revenir. Donc, c'est important de pouvoir se dire, ok, là, mon enfant, il a ressenti l'émotion, mais il s'est passé quoi, en fait? Et avant que l'enfant ait acquis le langage, c'est un vrai travail d'enquête pour le parent, parce qu'il faut deviner quel est le besoin qui est derrière, quoi. Donc, alors, le laisser se calmer seul et discuter après, est-ce que c'est une bonne idée? Voilà ce qu'on nous demande. Il n'a pas vraiment la capacité de se réguler seul, donc il peut pas. Il peut pas. C'est pas possible en fait, cérébralement parlant. Donc il peut, au bout d'un moment, il va trouver d'autres stratégies, s'inhiber, ne plus ressentir. Tout à l'heure, tu parlais des enfants sages et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'effectivement, moi, quand on me dit à mon cabinet, mes enfants sont super sages, c'est pas bon signe. Hein, dans un enfant, il est comment dire, un enfant s'adapte à son parent. Pour simplifier, on peut dire que un enfant, quand il a besoin d'un adulte pour grandir, pour le nourrir, pour s'occuper de lui, sans adulte, l'enfant il meurt. Donc il y a vraiment une question de survie. C'est vraiment le cerveau reptilien là. Il a besoin de s'adapter à son parent, à son environnement. C'est pas forcément que les parents, à l'environnement qu'il a. Un enfant qui est
très sage tout le temps, qui s'adapte partout, et qui n'a pas de, on dirait qu'il n'a pas d'émotion. C'est un enfant qui s'est adapté au contexte familial qu'il a et qui s'est dit que c'était probablement plus stratégique pour être aimé par ses parents que de faire de moins de bruit possible. Et ça, on le voit avec quand, par exemple, quand il y a des parents qui vont pas bien, quand, eh ben l'enfant il comprend très vite que il faut pas en rajouter une couche, quoi. Et donc il va intérioriser et accumuler, malheureusement. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de passer le relais aussi des fois quand on se sent plus en capacité. C'est ok, quoi, de se faire aider un jour par-ci par-là. Enfin, donc ça rejoint vraiment ça pour moi. C'est un Oui, enfant, il va toujours s'adapter à son environnement, il va faire en sorte de survivre. Il est animé par ça. Euh, donc si il se rend compte qu'il n'y a pas d'adulte qui est là pour le réguler et qu'on le laisse tout seul, et ben, au bout d'un moment, il va se taire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas, c'est qu'il développe c'est un mécanisme de protection, en fait, un mécanisme de protection qui est une déconnexion des émotions, qui fait qu'il va plus ressentir. Enfin, on dirait qu'il ressent plus. Enfin, il continue il va d'accumuler s'empêcher d'exprimer. Oui. voilà. Oui, c'est ça exactement. Ou alors il va même intérioriser parfois que ses émotions sont pas légitimes, que c'est juste un problème de plus pour les autres. Je le vois ça chez les adultes des fois qui se trimballent cette croyance-là. Oui. Donc voilà. Enfin, les enfants ne peuvent pas se réguler seuls. Enfin, on va le simplifier comme ça. Donc un enfant qui finit par se taire, ben, c'est un enfant qui a développé un mécanisme de protection. Oui. Alors, elle précise donc c'est juste le temps de laisser descendre la tension. Je veux dire, après, on reparle. Ben, en fait, l'idéal, c'est de rester avec lui pendant ce temps de redescendre la tension. Alors, attention, on va quand même mettre un petit bémol là-dessus. C'est-à-dire un parent qui est complètement débordé par sa propre émotion et qui peut représenter un danger pour l'enfant, parce que parfois, la colère du parent, ben, elle peut se transformer en agressivité ou en violence. La première des choses, c'est mettre l'enfant en sécurité et que l'adulte puisse retrouver contenance et faire ce travail de co-régulation avec l'enfant. La première des choses, c'est vraiment la sécurité de l'enfant. Hein. Donc, je précise quand même, parce qu'il y a eu un débat sur le time-out, il y a encore un débat d'ailleurs sur le time-out, mais du coup, voilà, c'est aussi l'intention d'eux. Hein. On est toujours dans une intention de protection, mais pas de refoulement de l'émotion de l'enfant. C'est bien ce qui est dit ici. Et finalement, habituer un enfant à avaler ses émotions seul, c'est pas très sain. Parce qu'ensuite, ça peut aussi provoquer des comportements, comme tu le disais, chez l'adulte qui va aussi s'isoler pour rester dans le silence, pour ne rien exprimer et peut-être voilà, se sentir finalement très mal quoi, par rapport à ça. Et ça va être des adultes qui vont de toute façon essayer de se réguler. C'est-à-dire que s'ils n'expriment pas leurs émotions, s'ils les ressentent pas, ils vont se réguler. Alors parfois ça passe par la nourriture, parfois, enfin, Oui, je le vois beaucoup dans les troubles alimentaires. C'est souvent des personnes d'accord. qui ont intériorisé leurs émotions. Parce que il fallait bien à un moment donné compenser quoi, d'une façon ou d'une autre, se réguler. Et l'alimentation fait partie des régulateurs, Bien sûr. par exemple. Donc c'est vraiment de faire ce qu'on peut comme on peut. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se sent dépassé, et ça arrive, dans ce cas-là, il vaut mieux laisser notre enfant effectivement seul le temps de se calmer. Euh, c'est enfin c'est ok en fait, c'est pas grave. L'idée c'est de se dire la majorité du temps je fais comme ça. La majorité du temps, j'essaye de réguler mon enfant. Et puis les jours où c'est pas possible, eh ben c'est pas possible. Et dans ce cas-là, la personne qui disait ça a tout à fait raison. Dans ce cas-là, c'est hyper intéressant d'en parler avec lui après. Et c'est ok en fait, c'est pas grave. Oui, Voilà, mais de se dire voilà, la plupart du temps, j'essaye de faire comme ça enfin, tant que c'est possible. Et puis les moments où je me sens dépassée, soit je passe le relais au conjoint s'il y a un conjoint, soit tant pis, on se calme chacun. Et puis oui, après, j'irai lui parler quand il sera lui-même voilà, en capacité d'écouter aussi. Après, ce que je conseille aussi souvent, c'est autant que possible d'essayer de ne pas attendre la crise. On peut voir des signes avant les crises. Je pense à une maman là qui me disait, là on est en plein dans la fin d'année scolaire, qui me disait que son enfant n'était pas bien par rapport à la fin d'année scolaire. Elle le sentait, elle comprenait pas. Elle disait ça va être les vacances. Je dis peut-être qu'il a de la peur pour l'année prochaine. Enfin souvent ça on le voit, ils ont peur parce qu'ils vont changer de maîtresse.
ou ils sont tristes de quitter leur copain ou leur maîtresse même, ou d'autres choses, peu importe. Et donc je disais, bah, ça serait intéressant peut-être de parler des émotions avec lui. Et elle me disait non, non, mais surtout pas, ça va le rendre encore plus triste. Et ben non, justement. Encore une fois, je reprends ce que je disais tout à l'heure, mettre des mots sur une émotion et l'entendre, ça lui fait faire moins de bruit, ça lui fait pas faire plus de bruit. Et ça enlève des briques. Oui. C'est-à-dire que c'est comme ça, en nommant les émotions, même si sur le moment l'enfant se met à pleurer parce qu'il est triste de quitter sa maîtresse, et ben c'est ok, c'est pas grave. C'est une émotion, c'est éphémère, c'est ok, il la ressent, il pleure, il l'exprime, et après c'est fini. Et les enfants ont cette capacité de switcher hyper rapidement. Donc c'est comme ça en fait qu'on évite les crises. C'est pas en ayant peur des émotions qu'on les évite, au contraire. C'est-à-dire qu'on des fois on voit comme ça notre enfant est en colère, on se dit ça va passer. Et ça m'arrive aussi, hein, c'est ok. Mm. Enfin c'est pas simple d'être parent. Des fois se dire oh une petite colère, ça va passer. Ah oui bon là je vois bien qu'elle est je sens bien qu'elle est pas très bien, mais bon, ça va aller. Et puis, non, de toute façon, ça finit toujours en crise quand on fait ça. Donc, c'est de pouvoir avoir ça en tête. C'est comment j'accueille les émotions sans dire que c'est grave d'avoir une émotion. Et ainsi, on enlève les briques, les fameuses briques, pour nos enfants, et ils ont de la marge aussi. Et du coup, ça se transforme pas en crise. Et ça, c'est de la prévention qu'on peut tous faire au quotidien. C'est de l'hygiène mentale pour notre enfant, finalement, on peut dire comme ça Oui. aussi. Et en fait, il y a des questions aussi qui vont dans le sens, mais je fais quoi? En fait, il y a parfois rien à faire. C'est-à-dire Mm. qu'en gros, il y a juste à être présent. Ouais. Quand un enfant ressent une émotion, on a envie que ça s'arrête. C'est un peu comme si on voulait éteindre un feu. Mais en fait, le Mm. feu, il s'éteint par le fait qu'on soit à côté, qu'on puisse le réconforter, qu'on puisse lui parler doucement, qu'on puisse s'éloigner un peu, parce que peut-être que c'est nous que l'enfant perçoit comme une menace aussi à un certain moment. Donc on va faire un pas un peu de côté, on va rester en visuel avec l'enfant, mais on va s'éloigner un petit peu pour plus qu'il perçoive ce danger possible. Parce qu'à un moment, Mm. bah, quand l'enfant est en panique, il est en panique. Donc, Mm. quel que soit ce qui va se passer, il va prendre ça pour un danger, une source de danger. Et il se peut que le parent soit aussi dans cette conception-là à ce moment-là. C'est ce qu'on évoquait il y a pas longtemps avec une idée de prédation, un peu comme s'il était face à un prédateur. Donc, il est bon aussi de se reculer pour qu'il comprenne qu'on est là pour lui et qu'il n'y a pas de danger, qu'on est là pour l'accompagner. Parce que dans ces Donc, moments-là, la partie c'est rationnelle ça. n'est pas du tout connectée. Donc, ils partent des fois dans des trucs C'est ça. auxquels on ne pense pas nous. Et Mm. il peut pas s'exprimer, attention. C'est-à-dire qu'en gros, un enfant qui est sous le Mm. coup d'une grosse colère, sa partie rationnelle, comme tu disais, n'est pas connectée. Il ne peut pas formuler des choses, expliquer. Donc, Mm. il va falloir attendre que l'émotion soit vraiment traversée pour qu'il puisse de nouveau accéder à cette capacité-là. C'est ça? Mm. Mm. Ouais, exactement. Exactement. Donc, Alors, de faire. juste une chose pour nous simplifier, pardon, Ouais. pour nous Non, simplifier non, les vas-y. choses aussi, ce qu'on fait avec quelques parents, c'est mettre en place un espace émotionnel. En gros, Mm. c'est un endroit où il va pouvoir trouver des petits outils. Ça peut être une roue des émotions, ça peut être des boules anti-stress ou encore, je sais pas, peu importe. Mais l'enfant va pouvoir, ou un chiffon avec votre odeur ou un parfum que l'enfant aime Mm. bien. Comme ça, l'enfant va pouvoir avoir ce coin qui est pas vraiment un coin, c'est un espace plutôt. Coin, c'est plutôt à Mm. connotation négative. Donc, on va plutôt parler d'espace où il va pouvoir exprimer, nommer ses émotions, et ensuite, pourquoi pas en parler effectivement avec l'adulte. Et l'enfant qui va aller dans cet espace, qui sera dans un espace pas confiné, hein, ça sera dans un espace ouvert, l'adulte sera aussi conscient que bah, l'enfant est peut-être en train de traverser une émotion et pourra lui proposer son aide en disant est-ce que tu as besoin de moi est-ce que tu as besoin de Mm. réconfort? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, Mm. cette idée d'espace, alors, quand je dis espace, si on n'a pas trop de place chez soi, ça peut être un carton ou quelque chose dans lequel on va mettre des outils justement pour la régulation émotionnelle ou l'expression émotionnelle. Oui, puis ils accrochent bien ça. Ils disent ah bah c'est mon carton des émotions, par exemple. Oui, Il n'y a pas de problème. Ils aiment bien. Hein. De toute façon, ça parle d'eux, donc ils sont contents de pouvoir parler de leurs émotions. C'est pas. Après, c'est vraiment une habitude à prendre. oui, Et on peut se servir de la musique aussi. Je trouve la musique hyper intéressante pour aider à switcher et pour nous aussi d'ailleurs. Par exemple, on rentre de l'école, on va mettre une musique joyeuse ou une musique calme selon les besoins qu'on perçoit. oui, C'est hyper intéressant. Ils sont très sensibles à ça et ça enlève ça enlève un peu d'accumulation quoi. Ça permet de faire descendre un peu de pression, donc il y a un peu plus de marge et du coup un peu moins de crise. C'est des choses des fois toutes simples comme ça. Hein. Si nous-mêmes on fait, je sais pas, une petite méditation de 10 minutes avant, si on met de la musique en rentrant, par exemple, eh ben c'est de la prévention pour limiter le nombre de crises. oui.
voilà. Et ne pas hésiter aussi, je trouve, à nommer nous-mêmes quand on dépasse notre seuil d'adaptation. Par exemple, quand on est en colère, qu'on se met à crier. Ne pas hésiter à revenir voir son enfant une fois qu'on s'en est calmé pour lui dire, c'est aussi comme ça qu'ils apprennent. Je me souviens d'une fois, moi, avec mon fils, j'étais très en colère. Je me souviens plus pourquoi j'étais en colère, mais j'étais très en colère. J'avais accumulé. C'était une journée où j'étais toute seule avec les deux. Voilà, le soir, j'étais justement, j'avais beaucoup trop accumulé sans être suffisamment visiblement connectée à mes émotions ce jour-là. Et c'est pas grave, c'est ok. Et donc, je me suis mise à crier. Et donc, je l'ai regretté très rapidement. Je le regrettais même en le faisant, mais c'était comme ça. J'avais dépassé à ce jour-là mon seuil. Et c'est voilà. Et donc, c'est pas grave, je suis allée le voir après, je lui ai dit, bah là, tu vois, maman, j'ai pris j'aime bien la métaphore du ballon. Tu vois, il y a eu ça, le ballon, il gonfle, il gonfle, il gonfle, et puis là, bah, le ballon, il a explosé. Et les adultes, quand les ballons, ils explosent, bah, ils font n'importe quoi. Bah, ils se mettent à crier, ils se jettent des trucs. Enfin, bon, j'ai un peu caricaturé, mais généralement, ils accrochent mieux quand on caricature un petit peu. Donc, il m'a dit, ah, d'accord, j'ai compris, ton ballon a explosé. Ok. Donc, je me suis excusée et c'est ok. Et quelques jours après, je l'ai entendu avec sa petite sœur. À cet âge-là, il devait avoir, lui, 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi, et sa petite sœur devait avoir 1 an. Et je l'entends lui dire, excuse-moi, j'ai crié tout à l'heure sur toi. Je sais plus ce qui s'était passé, une histoire de dessin, de stylo. Ils voulaient tous les deux le même stylo. Enfin bon, bref. Et donc, il lui a dit, je suis désolée, j'ai crié sur toi, mais tu vois, c'est mon ballon de la colère, ça a gonflé, et pouf. Alors, j'aurais pas dû crier, hein, mais vraiment, ce que tu as fait, ça m'a énervé, tu comprends, parce que là, j'avais besoin d'écrire avec ce crayon-là, et voilà. Et donc, j'avais trouvé ça génial, parce que ce jour-là, moi, j'avais un peu culpabilisé quand même, je me suis dit quand même, j'aurais pu faire autrement. Et ben, j'étais ravie le jour où il a fait ça, parce que je me suis dit, ben, en fait, ça n'a pas servi à rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait en tant que parent et c'est pas grave. On cherche pas à être parfait. On cherche juste à faire du mieux qu'on peut. Et quand on n'est pas bien comme ça, bah, de pouvoir leur exprimer, de leur expliquer tout Oui, simplement, bah, ils apprennent beaucoup par imitation. Du coup, et ben, ils vont le refaire derrière. Et puis, du coup, ça avait réglé le conflit avec sa sœur très rapidement. oui. J'ai trouvé ça génial. Donc, faut leur faire confiance aussi. Et nous, faut se faire confiance aussi. Ne pas hésiter à mettre des mots sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on, voilà, quand on n'a pas été parfait entre guillemets. Et c'est Oui, ok. C'est pas possible hein, d'être parfait en tant que parent et c'est pas grave. tout à C'est fait. l'idée de faire du mieux qu'on peut. Alors, on va conclure. Du coup, ça fait 1 heure qu'on Mm. est en live. Ouais. On pourrait en parler encore des heures, hein, et on Oui, se donnera probablement rendez-vous pour d'autres Mm. échéances. Avec plaisir. On va simplement synthétiser un petit peu ce que nous avons dit jusqu'à présent. Donc, la nécessité d'avoir une hygiène émotionnelle pour le parent, Mm. notamment l'habitude de pouvoir dire ce que nous ressentons, pas forcément à quelqu'un dans un premier temps, mais on peut faire ça avec un journal intime, peut-être écrire ce qu'on ressent, ou alors s'enregistrer. Mm. Moi, j'avais trouvé cette astuce-là avec un magnétophone, en fait, et Mm. enfin, sur le téléphone, on a ça, hein, et s'enregistrer en train de parler. Voilà, là, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, etc., etc. Mm. Et après, en réécoutant, bah, ça nous permet de pouvoir donner du sens et de pouvoir prendre conscience de ce qu'on a ressenti. Et c'est aussi un Mm. moyen de pouvoir évacuer justement nos émotions et donc, comme je disais, donner du sens. Donc, faire travailler Exact. notre cerveau rationnel. Si on a besoin, nous, en tant qu'adultes, de quelqu'un pour nous écouter, on peut demander cette écoute. Mm. Et donc, il faut que ça soit une écoute de qualité, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va nous donner des conseils, c'est quelqu'un qui Mm. va nous écouter sans nous juger et on va pouvoir lui dire voilà, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Mm. Ça, c'est une chose Mm. importante. Ça, c'est donc l'adulte. L'adulte aussi a Mm. besoin de revisiter son passé, notamment s'il a été éduqué dans le sens où on lui a interdit certaines émotions, où on a permis d'autres émotions à la place, où on lui a inculqué aussi des étiquettes, on lui a posé des étiquettes, sage, timide, etc. Mm. Et comme tu disais tout à l'heure, la timidité, bah, c'est en fait une émotion de peur en fait qui J'ai eu peur nécessite qu'elle n'a pas été entendue. c'est Ouais. ça. Donc, c'est important de pouvoir aussi se détacher et décoller les étiquettes pour les transformer en ce qui s'exprimait vraiment, c'est-à-dire en l'occurrence une émotion. Et une fois qu'on a fait cette compréhension et qu'on a cette compréhension sur nous-mêmes et qu'on a commencé aussi à relier les émotions à nos besoins d'adultes, on va pouvoir se permettre de mieux accompagner l'enfant. Parce que déjà, lorsque l'enfant va exprimer une émotion, on ne va pas le prendre en frontal comme une attaque, comme une agression. On va comprendre que l'enfant est en train d'exprimer une émotion qui est reliée à un besoin, que l'enfant a un cerveau immature. On l'a dit tout à l'heure, cette partie du cerveau, le cortex préfrontal, n'est pas mature chez lui. Il n'est pas capable de pouvoir réguler sa partie enfin, son cerveau émotionnel, alors que chez l'adulte, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Donc, déjà, rien que comprendre ceci, ça fait partie aussi de la narration que l'adulte va pouvoir
se donner pour un peu mieux vivre les expressions émotionnelles de l'enfant et mieux les accompagner. Et ensuite, donc, ce qu'on disait, c'est de la collaboration. Donc, l'adulte est le co-régulateur des émotions de l'enfant. Et en gros, donc, ce travail commun autour des émotions va nous apporter beaucoup plus de calme et de compréhension et d'empathie. Et l'enfant qui va grandir va être d'autant plus sociable aussi. Parce que lorsque l'enfant aura effectivement eu ce message, et alors ça on l'a pas abordé, mais c'est dans la logique, aura eu justement cette approche et cet accompagnement émotionnel, il sera capable de mieux comprendre son environnement aussi. Et de pouvoir sortir de certains conflits. Parce qu'il aura compris que c'est une émotion qu'il y a derrière, il aura compris et il aura surtout appris à demander des choses dont il a besoin, justement, pour que ça aille mieux pour lui, sans agresser l'autre. Bref, tout cela fait partie d'une sorte d'accompagnement général entre l'adulte et l'enfant. L'adulte qui va réparer ce qu'il a peut-être reçu qui était un peu déficient, et qui va pouvoir, déficient pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où on lui a mal appris comment Oui, appréhender. voilà, parce que leurs parents eux-mêmes n'avaient pas appris ça, ainsi de suite, C'est hein, ça, ça se répète. c'est ça, Voilà, c'est pas des mauvais parents, c'est des parents qui qui ne savaient pas ça, qui ne savaient pas se réguler, exactement. se connecter à leurs émotions, tout simplement. Exactement. Et où les émotions, dans une société où les émotions ne sont pas forcément très bienvenues lorsqu'elles sont exprimées, parce que parfois elles sont exprimées de mauvaise façon aussi. Donc C'est on a ça. besoin comme ça d'acquérir des stratégies de régulation qui ne vont pas blesser autrui. Donc voilà pour ce travail commun. Et moi j'ai une question à vous poser maintenant. Alors je ne sais pas si j'ai été exhaustif dans la synthèse, mais est-ce que vous aimeriez avoir des conseils lecture sur les émotions? Alors, les émotions, déjà, pour accompagner les émotions des enfants, et peut-être aussi pour les émotions des adultes. Dites-nous en commentaire si vous seriez OK qu'on vous fasse une petite sélection et qu'on vous la mette à disposition. Alors déjà, je vous conseille grandement de vous abonner à la chaîne YouTube de Sophie, Sophie Aiello. Donc, on mettra les liens, comme ça vous pourrez profiter notamment des méditations qu'il y a sur le sujet. Il y a des méditations donc, pour les adultes, mais aussi pour les enfants, donc pour que chacun puisse justement se réguler autant que possible. D'accord. Donc on nous dit oui pour la liste. Alors on va vous faire Mm. une liste et on va essayer de la segmenter par âge aussi, en fonction de Mm. l'accessibilité. Ça sera pas mal. Et parce qu'il y a beaucoup de littérature. On le disait tout, en préparation de cette visio. Il y a beaucoup de littérature, donc on va essayer de vous débroussailler un peu ça. Et puis si vous avez Mm. vous-même des recommandations à nous faire, n'hésitez pas aussi à les poster. Donc voilà, on va le faire dans les prochaines heures, d'ici demain ou après-demain, vous aurez cette liste-là. Et puis, vous pouvez nous poser des questions en dessous de ce replay. Donc, Sophie, j'espère que tu es OK pour y répondre en Bien collaboration sûr, avec moi. avec plaisir. Euh, et puis, vraiment, on a un sujet essentiel aujourd'hui. Alors, on n'est pas revenu sur l'actualité, mais on a des expressions de colère un peu Mm. partout. On a aussi de la contagion émotionnelle, notamment par rapport à ces colères qu'on peut voir. On ressent beaucoup d'injustice. Une des fonctions de la colère, c'est justement réparer l'injustice. Donc, on peut justement avoir comme ça cette colère qui s'exprime. Et parfois, c'est pas forcément la situation qu'on a devant les yeux qui nous parle. C'est une ancienne colère qu'on n'aurait pas non plus exprimée. Et ça mérite vraiment de se poser des questions, d'être accompagné pour ça, parce que parfois, tout seul, on ne peut pas le faire. Mais déjà, s'il fallait retenir une chose de ce live, c'est essayons de prendre l'habitude de dire ce que nous ressentons en nous prenant des sortes de pauses émotionnelles, déjà en tant qu'adulte. Se dire je ressens, Mm. je ressens, je ressens. Le livre de Sophie à venir, tiens, qu'est-ce donc? Quelqu'un a des Ah, infos? oui, c'est vrai. Oui, j'ai vu le commentaire passer. J'ai un livre effectivement qui va sortir là en octobre, D'accord, qui s'appelle Je ok. fais de mes émotions, ouais, qui s'appelle Je fais de mes émotions une force, aux éditions Magenta, qui est à destination des adolescents. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour les enfants, beaucoup de choses pour les adultes Et sur oui, les émotions, mais finalement peu pour les ados. Donc voilà, et oui. c'est un livre qui leur est destiné et qui sortira du coup en octobre. Eh bien, ce sera l'occasion de nous revoir, puisque je traite aussi de quelques sujets autour des adolescents et effectivement les émotions qui parfois proviennent aussi d'un retard qu'on n'a pas pris, enfin d'un retard qu'on a pris justement par rapport à l'apprentissage émotionnel une fois enfant, qui Complètement. ressort encore une fois à l'âge, enfin avec les adolescents où il y a beaucoup d'autres facteurs qui viennent faire que c'est pas forcément évident de pouvoir accueillir les émotions de manière saine. Voilà, merci beaucoup Sophie pour ce Bah, avec live. grand Merci plaisir. à Merci à toi de m'avoir invité.
Mais avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cela. N'hésitez pas donc à poser vos questions si vous les avez en commentaire. Oui, on mettra toutes les informations sur la page. Oui, tout à fait. On mettra ça. Je mettrai ça sur Papa Positive et puis Sophie mettra ça également de son côté. Et puis on essaiera de créer donc un document avec tous les livres qu'on vous conseille hein, sur le sujet. Il doit y avoir une centaine. Hein. Non, je rigole. Non, on va pas. Non, mais il y en a beaucoup, mais justement, on va les trier. On va les trier. Surtout que c'est important, notamment les premières émotions. J'ai souvent la question à savoir quels sont les livres qu'on peut utiliser pour vraiment les enfants avant 3 ans. Donc, on vous mettra aussi ce type de lecture en préconisation. C'est vrai que c'est important. Les émotions, en fait, on devrait en parler tout de suite, même si l'enfant n'est pas capable de verbaliser. Hein. On peut très bien lui dire, ah, je vois que tu ressens de la colère. Enfin, voilà. Progressivement, il va intégrer tout ceci. Bon, c'est encore un autre sujet. On pourrait en parler encore des heures. Donc, merci encore à toutes et tous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, de nouvelles vidéos, de nouveaux posts. Merci, Sophie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.